Enquête. Christophe Ondelatte. Une passionnante histoire criminelle aujourd'hui. Je vais vous la raconter et à la fin vous vous ferez votre opinion. Et je vous le dis tout de suite, ça ne sera pas la bonne. Le crime a lieu à Béziers en août 2001. On a tué un psychologue, Alain Michelet. Une histoire que j'ai écrite avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras. Europe 1. Christophe Ondelatte. Nous voilà à Béziers, le 17 août 2001, en pleine feria. Mais à 6h du matin, ça n'est pas pour déclarer un énième coma éthylique que le téléphone sonne chez les pompiers. Sapeur-pompier de Béziers, j'écoute. Allô? Oui, bonjour, je vous appelle parce qu'il y a le feu chez mes voisins. Je vois une énorme fumée noire sortir de leur maison. Il ne faut pas traîner, la maison est dans le centre historique de Béziers. Il ne faudrait pas que le feu se propage. Les pompiers arrivent, ils entrent dans la maison. Le feu a pris au premier étage. Très peu de flammes, mais énormément de fumée. Par endroits, le plafond s'est effondré. Des meubles sont renversés. Les pompiers maîtrisent l'incendie assez vite. Ils font le tour des lieux. Un pompier soulève un fauteuil. Et à la lumière de sa torche... « Oh les gars, il y a une victime ici. » Un homme, mort, mais pas seulement asphyxié. Calciné, totalement brûlé, méconnaissable. Au dernier étage de la maison, les pompiers notent qu'un Velux est resté grand ouvert. Ça a dû provoquer un appel d'air. Donc le feu est parti du salon, au premier étage. C'est-à-dire là où le corps a été découvert. Pour l'instant, rien ne permet de dire s'il s'agit d'un accident, d'un suicide ou d'un assassinat. Alors qui est le mort? Enfin, le propriétaire de la maison, sans doute. Alain Michelet, 52 ans, psychologue. C'est l'autopsie et les analyses génétiques qui le confirmeront. En attendant, voilà le médecin légiste. Il se baisse, il examine le corps. C'est une personne qui a été agressée. Sous réserve, je vois 1, 2, 3, une bonne dizaine de blessures. Une arme blanche, je pense. Vous voyez là sur le cou, le visage aussi. Là, vous voyez, les plaies sont très nettes. Le type a le visage lacéré. Donc c'est un meurtre. Les policiers font le tour de la maison. La porte d'entrée est intacte et les clés sont à l'intérieur. Pas de traces d'effraction. Assis dans l'entrée, il y a un bidon d'essence de 10 litres, vide. Et puis au rez-de-chaussée, dans le bureau du psychologue, un souk intégral. Le bureau est dévasté, toutes les armoires ont été vidées, les dossiers sont éparpillés dans la pièce. On fait venir la police scientifique. Et ils trouvent des traces de sang à tous les étages. Est-ce que c'est le sang de la victime? À voir. Et puis il y a aussi des objets tachés de sang, un vase cassé et un pantalon retrouvé sur le lit notamment, qui sont envoyés au labo. Le mort est bien le propriétaire, Alain Michelet. Et on n'a pas eu besoin de la génétique. On a retrouvé son dentiste, il avait des radios récentes, ça colle. Mais ça ne dit pas pourquoi on l'a tué, ni qui l'a tué, avec une telle sauvagerie. Le lendemain, bien sûr, l'affaire fait la une du Midi Libre. Derrière le corps carbonisé par l'incendie, un meurtre. Et figurez-vous que c'est en lisant le journal que la famille d'Alain Michelet, sa sœur Josette notamment, et sa nièce Annie, apprennent la nouvelle. Personne ne les avait prévenus. Les policiers découvrent assez vite qu'Alain Michelet était marié à une Ukrainienne, Natalia, plus jeune que lui. Mais où est-elle, cette Natalia? On la cherche, elle est introuvable. Est-ce que... Non. Ça serait elle? En attendant, on vient de recevoir le rapport d'autopsie. Très intéressant. Alain Michelet est mort étranglé, en vérité. Le légiste pense que le tueur s'est assis à califourchon sur sa cage thoracique alors qu'il était allongé sur le dos pour l'étrangler. C'est précis. Il a par ailleurs reçu 3 coups violents à la tête,
Bim, 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 au point que sa boîte crânienne est fracturée. Et ce n'est qu'après l'avoir étranglé que le tueur l'a aspergé d'essence et qu'il a mis le feu. Et le feu est parti de là, il est parti du corps. Alors entre les coups sur la tête, les coups de couteau sur le visage, l'étranglement et la mise à feu, on ne lui a laissé aucune chance. C'est un massacre. Qui était en colère contre lui pour en arriver là? Outre sa femme Natalia, qui est toujours introuvable, on pense tout de suite à un patient, à un coup de folie de quelqu'un qu'il recevait en consultation. Et donc on fouille dans ses dossiers. Il avait 179 patients. On passe les 179 noms au fichier. Chou blanc. Ça n'écarte pas la piste du patient, mais ça n'en désigne aucun. Ah, ça y est, on a des nouvelles de Natalia. Elle se présente elle-même au commissariat de Béziers 24 heures après le meurtre, au bras d'un homme. Qui est ce monsieur, madame? C'est Eric, mon nouveau compagnon. Eh ben, elle a pas traîné, maman. Elle explique que le monsieur est son amant depuis plusieurs mois, qu'elle était sur le point de quitter Michelet et de divorcer. Dites-moi, madame Michelet, quand avez-vous vu votre mari pour la dernière fois? Oh, 1 mois et demi. J'ai été voir famille à Ukraine entre 13 juillet et 10 août. Et quand moi rentré, je suis allé m'installer chez Eric, à Montpellier. Et où étiez-vous dans la nuit du 16 au 17 août? Chez Eric, à Montpellier. Et lui confirme. Et donc, bonsoir messieurs, dames. Et voilà qu'Annie, la nièce d'Alain Michelet, vient se présenter d'elle-même aux policiers. Entrez, madame. Asseyez-vous, je vous écoute. Voilà, je suis venu vous dire que mon oncle avait un comportement bizarre depuis quelque temps. Enfin, d'après moi, il se sentait en danger. Il me téléphonait beaucoup. Et il y a pas longtemps, il m'a dit, s'il m'arrive quelque chose, sache qu'il y a quelque chose pour toi et pour tes frères. C'est bien qu'il se sentait menacé, non? D'accord, mais par qui? Elle n'en a aucune idée. Quelques jours plus tard, c'est une amie d'Alain Michelet qui vient à son tour toquer au commissariat. Moi, je suis venu vous dire que 8 jours avant d'être tué, Alain a reçu des menaces de mort. Il m'en a parlé. Quelqu'un l'a appelé en pleine nuit, à 3 heures du matin. Il s'est pas présenté, il lui a dit « T'as intérêt à préparer 5 millions de francs, sinon on va te faire la peau. On va brûler tous tes appartements. » Ah, ça c'est du concret. Et donc on fouille les relevés téléphoniques de Michelet et on trouve effectivement la trace d'un appel à 3 heures du matin et le numéro est identifié. C'est un certain Roland qui habite dans le Tarn-et-Garonne. On passe son nom au fichier. Oh dis donc, regarde, positif. Trafic de stupéfiants, dégradation de biens, violence volontaire. Le type est un multirécidiviste. Et donc on va l'arrêter chez lui. Oui, je l'ai menacé. Ouais, c'est vrai. Je suis un de ses anciens locataires. On avait un conflit sur une facture d'électricité impayée. Mais je vous jure que je l'ai pas tué. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Que faisiez-vous dans la nuit du 16 au 17 août, monsieur? J'étais à Moissac, avec ma femme. Et Moissac, c'est à 250 km d'ici. Hein. J'y suis pour rien, je vous le dis. La femme confirme, l'alibi tient, fausse piste. Sauf qu'à cette occasion, les policiers découvrent qu'Alain Michelet était propriétaire de plusieurs appartements dans les quartiers anciens de Béziers. Et si on allait gratter de ce côté-là? 4. Il avait 4 appartements qu'il avait achetés dans un état assez vétuste pour les restaurer et les louer. Et d'après ce qu'on dit, il était dur en affaires. Il a eu pas mal de conflits avec les artisans qui ont fait les travaux et ensuite avec ses locataires.
Sa nièce Annie a raconté qu'elle lui a elle-même loué un de ses appartements pour quelques jours et qu'il lui a présenté l'addition. Sympa, le tonton. Bref, il était près de ses sous. À une exception près tout de même. Natalia. Parce qu'entre nous, les policiers n'ont pas complètement lâché cette piste. Il a cassé sa tirelire. Ça remonte à 1997. Il est allé toquer à la porte d'une agence matrimoniale. 180 000 francs, 27 000 euros. Et il a donc choisi Natalia, 27 ans, 20 ans de moins, qui a débarqué à Béziers avec un petit garçon de 5 ans. Pas de problème. Il l'a tout de suite considéré comme son fils. Il se marie à Béziers le 26 août 1998. Et assez vite, les copains, la famille, le mettent en garde. Elle en veut à ton portefeuille, à l'air. Elle va te mettre sur la paille. Sa sœur Josette raconte qu'un jour, elle a vu Natalia acheter un pantalon en solde à Béziers, 800 €, en solde. Et quand il lui a demandé de freiner dans les dépenses, elle l'a traité de radin. Et puis, d'après ce que dit l'entourage, un peu moins d'1 an après le mariage, elle a commencé à s'absenter de plus en plus. Alain, je vais faire jogging. Et le soir, elle s'est mise à sortir dans les bars de Béziers. Annie, la nièce, l'a vue plusieurs fois faire du gringue à tous les mecs qui passaient. Et puis donc, elle a rencontré Eric, avec lequel elle est venue au commissariat. Est-ce qu'il ne serait pas temps de la revoir, cette Natalia ? On de la raconte, la suite de votre récit. Mais Natalia est toujours sur la même ligne. Alain savait. Alain a accepté. Quand je partais de maison, Alain m'aidait à mettre valise dans la voiture d'Eric. Fait ridicule, hein? Décidément, elle a réponse à tout. Et puis là-dessus, le commissariat de Béziers fait remonter au juge un procès verbal. Un type, un certain Francis Rousselet, a débarqué 4 jours après le meurtre, le 21 août, pour porter plainte au sujet d'une agression qu'il aurait subie dans la nuit du 16 au 17, c'est-à-dire la nuit du meurtre. Il est arrivé au commissariat à Gare, avec des bandages sur le crâne et sur les mains et un bras en écharpe. Et il a raconté une sombre histoire. Il marchait dans le centre-ville, 3 hommes circulant dans un fourgon beige l'ont enlevé. Ils l'ont cagoulé, donc il n'a pas pu les voir, et ils l'ont emmené à l'extérieur de Béziers, sur un terrain vague. Et là, ils l'auraient frappé, torturé et même mordu, sans lui donner la moindre explication. Il aurait perdu connaissance, plusieurs fois, et finalement, ils l'ont libéré, après lui avoir pris ses vêtements, son téléphone et son argent. Et là, ils l'ont abandonné en rase campagne. Son ex-femme, qui a un hôtel, a envoyé son veilleur de nuit pour le récupérer. Quelle histoire! Et tout ça, la nuit du meurtre. Mais ce qui est intéressant, c'est la toute fin de sa déposition. Franchement, je savais pas ce que ces hommes me voulaient. Mais je les soupçonne de vouloir m'imputer un meurtre qui a eu lieu à Béziers. Vous savez, le meurtre du psychologue, qui a eu lieu il y a 4 jours, là. Et là, il explique que comme ils ont pris ses vêtements tachés de sang, il a peur qu'ils soient allés les mettre sur les lieux du crime. Et là, bien sûr, on pense tout de suite au pantalon retrouvé sur le lit d'Alain Michelet. Je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites, c'est lui. Et comme il sait qu'on va retrouver son ADN sur le pantalon, il prend les devants. Vous voyez le mal partout. Alors ce Francis Rousselet, c'est un maçon, 40 ans, divorcé, 3 enfants, casier judiciaire vierge. Son ex-femme, qui a envoyé son veilleur de nuit le chercher, confirme qu'il était à moitié nu. Mais moi je vous confirme que les policiers sont comme vous. Ils ne croient pas un mot de son histoire rocambolesque. Mais pas question de l'interpeller tout de suite. Les policiers commencent par éplucher ses relevés téléphoniques. Et là, ils s'aperçoivent qu'entre le 15 juin et le 13 juillet, ce Francis Rousselet a appelé 108 fois. Qui ? Natalia Michelet.
Et les appels s'arrêtent le 13, date à laquelle elle s'envole pour l'Ukraine. Et il la rappelle le 16 août, la veille du meurtre, 3 fois. Natalia, le retour. Là-dessus, tombe le rapport d'expertise des scellés saisis par la police judiciaire dans la maison. Le sang sur le pantalon, sur le draous et sur le vase cassé, notamment. Ça n'est pas celui d'Alain Michelet. C'est un ADN inconnu. Est-ce que c'est celui de ce Francis Rousselet? Eh bien, on va voir. Les policiers le filochent. Comme il est fumeur, à un moment, il jette un mégot. Il le récupère. Dessus, il y a de la salive, évidemment. Et donc, il compare les 2 ADN. C'est lui. Francis Rousselet et Natalia Michelet sont interpellés chacun à leur domicile le 25 septembre, un peu plus d'1 mois après le meurtre. Et ils sont tous les 2 placés en garde à vue. Quand il est arrêté, Rousselet reste impassible, tellement détaché que c'est à se demander s'il a toute sa tête. Et c'est parti. Je suis innocent. Je n'ai jamais tué Michelet. Je suis victime du fait que l'enquête est dirigée dans une seule direction. La mienne. Monsieur Rousselet, on a tout de même noté que vous passez 108 appels téléphoniques à Madame Michelet Natalia. 108 en moins d'1 mois. Comment l'expliquez-vous? Natalia est une amie, voilà tout. C'est pour ça que je l'appelais. Dans le bureau voisin, Natalia affiche beaucoup de sang-froid. Elle est calme, solide. Elle dit qu'elle connaît Francis Rousselet parce qu'il est venu faire des travaux de maçonnerie il y a 2 ans dans un appartement de son mari. Il travaillait pour nous, au noir. Mais c'était ami, pas plus. Et comment expliquez-vous avoir échangé 108 fois par téléphone avec lui en moins de 2 mois, madame? Lui pas bien dans sa peau. Problème avec employeur. Appelé pour évacuer, pour parler. Et les heures s'écoulent comme ça, et aucun des 2 ne lâche rien. Et donc au bout d'un moment, les policiers abattent leur carte maîtresse. Si je vous dis, monsieur Rousselet, qu'on a retrouvé votre ADN à plusieurs endroits dans la maison de monsieur Michelet. Mais c'est un complot, je vous dis. Les tueurs ont déposé mes vêtements chez lui. Et ça a marché puisque c'est moi qui suis là. Vous faites erreur. Une 3e personne est en garde à vue au même moment. Anne-Marie, l'ex-femme de Rousselet. Et c'est elle qui craque. Francis m'a fait des confidences. Il m'a avoué le meurtre d'Alain Michelet. Il m'a dit ça le lendemain. Et il m'a dit qu'il avait inventé cette histoire de kidnapping. En fait, il s'est blessé dans sa lutte à mort avec monsieur Michelet. Il lui a tout raconté. Le 16 août, il est entré dans la maison grâce à un double de clés. Il n'y avait personne. Alors il a attendu Alain Michelet dans sa chambre. L'autre est rentré vers minuit, une bagarre a éclaté. Il a prétendu qu'Alain Michelet l'avait mordu au pouce. Rapidement, Rousselet prend le dessus, il ligote et bâillonne Michelet dans le salon. Il va chercher un couteau de cuisine. Et là, il le torture. À un moment donné, il le pique comme un taureau. Et il y a du sang partout, beaucoup de sang qui coule. D'après ce qu'il a dit à son ex-femme, ça dure comme ça jusqu'à 5 heures du matin. Et c'est là qu'il l'achève, en l'étranglant. Il se douche pour nettoyer le sang, et comme son jean est taché, il emprunte un jean à sa victime, et il oublie son jean sur le lit. Il descend au rez-de-chaussée dans le cabinet du psychologue. Il met le bazar pour faire croire à un cambriolage. Il ouvre un Velux, il arrose le corps d'essence, et il met le feu. Et après, il invente son histoire à la noix, son histoire d'enlèvement que personne n'a cru. Voilà ce que vient de raconter son ex-femme au policier. Et ce récit colle parfaitement avec les éléments matériels. Même s'il continue de nier, il est cuit. Ah, à propos, que sait-elle de la relation de son ex avec Natalia? Oh, ben tout simplement,
Ils sont amants. Ça, je suis convaincu. Il m'a même demandé de lui rendre la bague panthère qu'il m'avait offerte il y a 10 ans pour la lui donner l'année dernière. Et d'ailleurs, tout le monde est au courant. Il se cachait pas. Hein. Il se promenait dans la rue, main dans la main. Et le mobile? Je suppose que vous vous en doutez. Le flouze, le pognon, l'oseille, c'est toujours le mobile. Alain et Natalia étaient mariés sous le régime de la communauté intégrale. Elle hérite de tout. La maison, les appartements, tout. Mais quand les policiers vont dire à Natalia « Dites-moi, madame, on nous a dit à plusieurs reprises qu'on vous a vu vous tenir la main avec monsieur Rousselet en ville. » Oh, en Ukraine, normal, hein. En Ukraine, amis se tenir la main. Il semble que monsieur Rousselet vous ait offert une bague panthère l'an dernier. Au cadeau, pas plus. Rousselet, lui, maintient qu'il est victime d'un complot. Mais à l'issue de sa garde à vue, il est mis en examen et écroué. En revanche, Natalia, elle ressort libre, car il n'y a pas de preuves matérielles contre elle. Je me doute du scénario que vous vous êtes fait dans votre tête. Elle le séduit, elle le remonte comme une pendule, et quand il est bien amoureux, quand il est bien accro, elle lui demande de tuer son mari. Sauf que ça, il faut le prouver. Les 108 coups de fil qu'il passe dans le mois qui précède le meurtre, et les 3 coups de fil la veille du meurtre, qu'est-ce que ça prouve? Rien. Elle dit, il était déprimé, et c'est pour ça qu'on s'appelait. Allez prouver le contraire. Et donc je suis au regret de vous dire que Francis Rousselet sera seul devant la cour d'assises. Natalia ne sera que témoin et même partie civile. Après 3 ans d'instruction, le juge n'a pas le début de la queue d'une preuve pour la renvoyer elle aussi. En revanche, lui part avec le max de charges sur le dos. Meurtre, accompagné d'actes de torture et de barbarie. Le procès de Francis Rousselet s'ouvre le 4 février 2004 devant la cour d'assises de l'Hérault à Montpellier. Natalia n'est pas dans le box, mais évidemment, c'est elle que tout le monde attend. Et avec une petite dose de racisme, on l'imagine forcément vulgaire, exubérante, une pute russe quoi. Une jeune ukrainienne forcément. Eh bien pas du tout. Elle est sobre, Natalia, un peu timide et très jolie. Même si quand elle est appelée à la barre pour témoigner, elle paraît froide et sans émotion. Et elle en reste à ce qu'elle a toujours dit. Je n'ai jamais été maîtresse de Francis. Jamais. Dans son box, Rousselet opine du chef. Il n'y aurait donc rien de passionnel dans ce crime. On en est là, quand arrive le témoignage de la famille de Francis Rousselet, ses frères et ses sœurs, notamment. Avec eux, on commence à changer d'avis sur le bonhomme. Il est capable de s'être auto-allumé, de s'être auto-enflammé et d'avoir tué seul Alain Michelet. Car les frères et sœurs viennent raconter que quand ils étaient petits, leur père était un despote, un tyran qui les maltraitait, qui les rabaissait. Et je pense que celui qui en a le plus souffert, c'est mon frère Francis. Vous savez, notre père le considérait un peu, je dirais, comme un objet. Un objet. On parle du meurtrier, hein, pas de la victime. Et ce qui ressort de ces témoignages en filigrane, c'est que peut-être Francis Rousselet a fait une sorte de transfert entre son père et Alain Michelet. Il a peut-être suffi que Natalia lui dise « Francis se comporte mal avec moi, il me parle mal, il me méprise », ce qui est possible, hein, pour qu'il se donne pour mission de le tuer. Et ce faisant, de tuer son père, un transfert. Tuer un tyran. Et cette idée fait son chemin jusque dans la tête de l'avocat général. Et ça n'est pas banal. Parce que souvent l'avocat général, c'est le méchant, c'est celui qui demande le plus. Or celui-là demande à la fin dans sa plaidoirie l'abandon des charges pour actes de torture et de barbarie. Et il dit qu'il considère que c'est un coup de folie. Je requiers contre monsieur Rousselet une peine de 20 années de réclusion criminelle. 20 ans!
alors qu'il encourt perpète. C'est maintenant à maître Jean-Marc Darrigade, l'avocat de Rousselet, de plaider. Et on les voit tous les deux qui se parlent à l'oreille, longuement. Jusque-là, Francis Rousselet n'a jamais reconnu les faits. Il s'accroche à son histoire incroyable d'enlèvement. Rousselet, je pense que c'est le moment. Vous risquez perpétuité. Or, l'avocat général lui-même vient de demander un verdict de clémence. Vous ne serez pas acquitté. Je crois que c'est le moment de dire la vérité. D'accord, maître. D'accord. Vous ne pouvez plus parler, si ce n'est à la toute fin. Mais moi, je vais dire maintenant dans ma plaidoirie que vous l'avez tué, et je vais expliquer comment et pourquoi. À n'importe quel moment. Si ça ne vous va pas, vous me faites signe, et je m'interromprai, d'accord? D'accord, maître. Merci. Et pendant toute la plaidoirie, on les voit qui s'échangent des regards furtifs. Comme le veut la loi, Francis Rousselet a le dernier mot. Je voudrais vous remercier de m'avoir écouté. Bien joué. C'est ce qu'il fallait faire et dire là, maintenant, alors que les jurés se retirent pour délibérer. La famille d'Alain Michelet, bien sûr, est ulcérée. Eux pensent qu'il a agi froidement sur ordre de Natalia. Si Rousselet, malgré les concessions de l'avocat général, s'était évertué à plaider non coupable, à nier l'évidence, il est fort possible que les jurés se soient dit « à nier comme ça, il est dangereux. Il est plus dangereux qu'il n'y paraît, et donc il mérite plus de 20 ans. » Mais par ce revirement de dernière minute, le coup de folie évoqué par l'avocat général prend corps. Pourquoi pas? Francis Rousselet est donc condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Et il ne fait pas appel, bien sûr. Et à la toute fin de cette histoire, Natalia hérite de son mari. Ne dites pas la justice n'est pas juste. D'abord, nous n'étions pas à ce procès, ni vous ni moi. L'avocat général a lu l'épais dossier d'instruction. Le président de la cour d'assises aussi. Il faut une bonne semaine pour ça, du matin au soir, et ni vous ni moi n'avons lu l'intégralité de ce dossier. Les jurés ont passé des jours, parfois jusqu'à tard le soir, à s'imprégner de cette histoire. Et pas nous. Alors faisons-leur confiance. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Voilà donc pour cette histoire que je vais naturellement débriefer maintenant avec maître Darrigade, qui était donc l'avocat de Francis Rousselet à ce procès. Maître Darrigade, je concède que j'ai un peu extrapolé la scène de la conversation que vous avez eue avec votre client juste avant votre plaidoirie. Est-ce que néanmoins ça s'est passé un peu comme ça ? Ça s'est passé un peu comme ça, sauf que ça s'est pas passé en public, mais ça s'est passé dans le petit couloir qui jouxte la salle des assises où je suis allé le voir, effectivement, et les yeux dans les yeux, on a eu la conversation que vous avez illustrée. Est-ce que c'est le fait que l'avocat général lui-même ait demandé un verdict finalement assez clément, 20 ans, qui vous pousse à aller jusque-là ? Ça fait certainement partie des raisons, mais surtout, la raison majeure, c'était le fait que je ne me voyais pas soutenir l'insoutenable. Et qu'il y avait une telle accumulation d'éléments dans ce dossier contre l'accusé qui faisait que plaider contre ces éléments, c'était devenir très rapidement inaudible. Parce que lui, jusque-là, il vous demande de plaider non coupable. Ah oui, lui... Il vous demande de plaider les types qui l'enlèvent et qui vont déposer le pantalon sur le plumard. Exactement. Lui, il avait réponse à tout. Chaque fois qu'on trouvait son ADN, il me faisait observer que c'était sur des éléments, comme il disait, transportables, ce qui était vrai d'ailleurs. Chaque fois qu'on avait trouvé son ADN, c'était sur des éléments qu'on aurait pu amener sur les lieux du crime, et non pas sur des éléments fixes. Vous voyez, par exemple, un linteau de porte sur le sol. Non, donc il avait réponse à tout, et c'était difficile de le convaincre d'adopter notre posture. L'argument que vous utilisez, c'est qu'il ne sera pas acquitté ? Tout à fait, voilà. Je lui explique qu'effectivement, on va pouvoir faire une plaidoirie brillante, s'emparer des éléments, brandir le doute, mais que à la fin, de toute façon, je connais le résultat, il va être condamné, et lourdement condamné. Plus que 20 ans s'il continue à s'entêter.
Oui, c'est probable que les jurés puissent considérer que la gravité des faits, les circonstances de la découverte de la victime méritaient certainement une sanction plus lourde et que l'attitude, le choix en fait qu'on a fait au dernier moment, le fait qu'il m'ait laissé le faire, puisque de manière assez solennelle, je l'ai interpellé en plaidant, en lui disant maintenant, à tout moment, vous pouvez me dire de me taire. Et le fait qu'il ne me fasse pas taire, en fait, signer son aveu, quoi, en quelque sorte. De sorte que les jurés ont accepté cet aveu. Mais s'il vous dit, maître, ça va pas, s'il vous fait un signe, vous arrêtez ? Ah, mais je crois que s'il avait protesté, oui, j'aurais respecté sa posture. Je ne peux pas faire autrement, parce que je reçois un mandat de le défendre. Mais c'est sûr que ça aurait été un peu suicidaire et il doit en avoir conscience au dernier moment. Cette plaidoirie, maître, vous ne l'aviez donc pas préparée, ou si, secrètement ? Absolument pas, non, absolument pas. Vous l'improvisez ? Souvent d'ailleurs, souvent c'est le déroulement du procès qui va nourrir la plaidoirie et jusqu'au dernier moment, il va y avoir des événements qui vont la modifier. Ça peut surprendre, hein. Les gens qui ne savent pas ce qu'est un avocat peuvent se dire, dis donc, il est embauché par son client et puis c'est lui qui l'amène à avouer. Comment vous pouvez justifier cette posture, vous ? Mais c'est vrai que ça peut être violent, on va dire, dans le sens où au dernier moment, on va le mettre devant le fait accompli, mais il doit y avoir aussi intuitivement, dans l'intuition de l'accusé, il doit sentir qu'effectivement il est dans une impasse et que celui qui lui propose ça n'est pas forcément là pour lui nuire et que malgré sa posture, c'est peut-être plus confortable pour lui que ça se passe comme ça. Il faut qu'on parle de Natalia en rappelant que à aucun moment pendant les 3 années que dure la procédure, votre client ne l'implique. Et pourtant, c'était assez commode pour lui de se dédouaner en disant c'est elle qui me l'a demandé, mais il ne l'a jamais dit. Il l'a jamais dit et je pense qu'il l'aimait fondamentalement, quoi, passionnément. Il l'aimait toujours, vous voulez dire ? Jusqu'à la fin. Je pense que oui, même encore certainement. Aujourd'hui, je sais pas ce qu'il est devenu, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais il y a bien sûr, s'il y a un perdant dans cette affaire, c'est lui. Il n'y a pas de rancœur chez lui. D'être le seul condamné, si on part de l'hypothèse qu'éventuellement elle l'a remonté comme une pendule. Il y a cette hypothèse-là que vous avez évoquée. Il y a aussi une hypothèse beaucoup plus machiavélique qu'ils auraient pu concocter ensemble. On a pu démontrer ni l'une ni l'autre. Et lui, il garde son secret, quoi. Dans son mutisme, dans sa négation des faits, il nous a proposé aucune clé de lecture de ce qu'il a commis. Et ça, il ne vous a pas explicitement demandé de ne pas le dire, de ne pas impliquer Natalia ? Non, pas du tout, parce que lui, si vous voulez, jusqu'au bout, peut-être la dernière minute du procès, jusqu'au même moment où je vais plaider, il est toujours dans la posture de nier c'est son implication dans les faits. Donc il n'a jamais été question du ressort criminel qui aurait pu être le sien. Donc on n'a jamais évoqué ça, en fait. Et c'est d'ailleurs un peu ce qui peut l'avoir sauvé aussi, parce que quand on y réfléchit, le fait qu'on ait passé plusieurs jours à démontrer sa culpabilité a fait qu'on s'est pas penché en fait sur les détails de ce crime. Et parmi ces détails, il y en avait certains qui étaient scabreux. L'avocat général ne retient pas la torture et la barbarie. Tant mieux pour votre client, mais enfin, quand on commence par lacérer le visage de quelqu'un, qu'on lui assène 3 coups au point de fracturer la boîte crânienne, qu'ensuite on l'étrangle à califourchon et que pour corroborer le tout, on met le feu au cadavre, la personne étant morte, on est dans la barbarie. Il y avait même un petit détail supplémentaire, je crois même me souvenir, alors comme l'affaire est ancienne, je sais plus, mais qu'on avait retrouvé comme une espèce de couteau planté dans la nuque, un peu à la façon d'un rituel tauromachique quand on achève le taureau, vous voyez. Donc il y avait cet aspect en pleine feria, il y avait toute une symbolique qui était impressionnante et qui avait certainement poussé le procureur à ouvrir, à élargir les poursuites sur actes de barbarie. Alors qu'est-ce qui fait qu'on arrive à le voir différemment à un moment donné ? Est-ce que ce type, tout simplement, n'a pas l'air d'un salaud ? Oui, je crois que c'est exactement ça. D'abord, il y a ce contraste avec, c'est une personnalité fragile, avec beaucoup de fragilité qui reviennent de l'enfance, et un personnage qui correspond pas effectivement à un scénario machiavélique qui pourtant semble être le moteur de ce crime. Et comme on n'a rien pu prouver contre la veuve non plus, on se rabat sur les preuves qui restent, sur les éléments, et là on va plus vers un acte de folie, une perte de
de discernement au moment des faits, dans la confrontation d'un homme qui n'est pas foncièrement mauvais avec une victime qui n'était pas foncièrement bonne non plus. Ouais, il y a ça aussi, c'est que c'était un type qui avait ça le caractère, qui était assez rugueux avec son entourage. Et donc, au fond, on finit par admettre l'idée qu'il n'était pas sympa avec sa femme et qu'on pouvait le détester. Ah oui, écoutez, ce qu'il en était ressorti, moi j'ai souvenirs qui sont anciens, mais on avait le sentiment qu'il avait carrément acheté sa femme en allant en Ukraine. Il avait consigné le prix. 180 000 francs, oui. Voilà, exactement. Il avait consigné le prix, c'était affreux, c'était odieux d'ailleurs ça. Et puis après, sur sa personnalité, effectivement, c'était un personnage qui était, comme on pourrait appeler maintenant, un mauvais logeur, c'est-à-dire qu'il exploitait des appartements insalubres et il n'avait aucune mauvaise conscience à loger des gens dans des conditions terribles, de sorte qu'il n'était pas paru sympathique plus. Ça a pu jouer aussi. Alors, revenons à Francis Rousselet, votre client. Bon, qu'il ne soit pas le salaud qu'il a l'air d'être, ok, admettons. Mais enfin, de là à aller broder sur un transfert qu'il aurait fait entre Michelet et son père, qu'il ait tué le père en tuant Michelet, on a la psychanalyse facile aux assises de l'Hérault quand même, hein. Ça, si vous voulez, c'est les interprétations des psychiatres. Il y avait un des psychiatres ou un psychologue, je sais pas, qui s'était lancé un peu sur cette théorie-là. Le juge d'instruction, lui, il était plutôt sur quelque chose de beaucoup plus machiavélique, qui consistait effectivement à avoir sciemment changé d'amant pour égarer les pistes, avoir mis en place en fait un scénario criminel bien en amont. Pour aboutir à un résultat qui finalement fonctionne si on considère que la veuve est impliquée. Mais bon, ce scénario n'a pas été prouvé. Alors on s'est rabattu sur une psychanalyse de supermarché, peut-être on pourrait dire, mais qui peut avoir aussi un fondement quand même, puisque on savait que Rousselet avait des fragilités au niveau du père. Maître Darrigade, dernière question. Ça vous est arrivé d'autres fois dans votre carrière d'avouer à la place de votre client au cours de votre plaidoirie, ou est-ce que c'est l'unique fois et ça rend cette affaire absolument exceptionnelle? Alors, dans ces conditions-là un peu théâtrales, c'est l'unique fois. Après, il a pu arriver au moins à une ou deux reprises supplémentaires que les débats me conduisent à aller voir encore l'accusé derrière, c'est dans ce fameux petit box, de le regarder droit dans les yeux et de lui dire que c'est peut-être le moment ou jamais de donner des explications à ceux qui restent, souvent les enfants ou un être aimé, etc. Et que pour celle-là ou pour ceux-là, qu'ils le fassent, quoi. Et donc de voir revenir un accusé blême, livide, concédé au dernier moment, peut-être au dernier jour du procès, mais de l'avouer lui-même et non pas, comme dans le cas de Rousselet, que ce soit moi qui le fasse. Merci beaucoup, Maître Darrigade, d'avoir réveillé ces vieux souvenirs, puisque l'affaire remonte à 2001. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.